Atik Rahimi, merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, vous êtes en France depuis maintenant quelques années. Vous venez de là-bas, de l'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes président de ce 23e Biarritz Festival Amérique latine, cinéma et culture. Vous avez été Goncourt en France. Le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est chapeau. Là, ça remonte déjà là, très loin, parce que j'avais 11 ans en Afghanistan que je portais le chapeau. Pourquoi? Je ne me suis jamais posé les questions. Et à un moment donné, j'avais oublié même. Et récemment, quand je suis retourné aux États-Unis voir mes parents qui sont en exil là-bas, et dans l'album familial, je vois mes photos de cet âge-là avec mon chapeau. Alors là, je dis, mais j'étais complètement déglingué. À Kaboul, à cette époque, voilà, un jeune de 11 ans qui se promenait dans les rues avec un chapeau. Et pourquoi? Je ne me suis jamais posé de questions. Mais un jour, j'étais à Jérusalem, dans un taxi. C'était pour le salon de livres. Et le chauffeur qui conduit se tourne vers moi et dit, monsieur, vous venez d'où? Je dis, de Paris, mais je suis d'origine afghane. D'un seul coup, le chauffeur, la voiture qui dérape, il me regarde, il dit, un Afghan. Je dis, mais en Afghanistan, il y a des juifs? Je dis, non, je ne suis pas juif, je suis d'origine musulmane. Encore la voiture qui dérape, il dit, bon. Et comment ça se fait alors que vous portez le chapeau? Je dis, parce que, je ne sais pas, depuis l'âge d'11 ans, je portais. Dit, vous savez que nous, les Juifs, pourquoi on le porte? Je dis, oui, parce que, pour vous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Il dit, voilà, et vous? Je dis, moi, je le mets pour m'en protéger. Afghanistan. Un A de moi. Le premier A d'Afghanistan, enlevé, ça donne Afghanistan, qui signifie terre de cris et de plaintes. Là, j'étais frappé par ça, parce qu'à un moment donné, c'était en 1973, il y a eu un coup d'État en Afghanistan mené par le cousin du roi pour renverser la monarchie, proclamer la République d'Afghanistan. Et mon père, qui était monarchiste, est allé un mois après en prison. Et le premier mot qui sortait justement, c'était ça. Maintenant, le A d'Afghanistan est parti. Et c'est vrai que depuis ce coup d'État, il y a eu toujours de guerre. Obscurantisme. Ce qui m'a obligé de fuir, ce qui m'oblige d'écrire contre l'obscurantisme, et ce qui domine de plus en plus, non seulement mon pays d'origine, mais un peu le monde entier, notamment tout ce parti islamique de la région. Et cet obscurantisme, c'est cette barbarie qui existait, bien sûr, depuis la nuit des temps, en chacun de nous, dans l'humanité. Mais qu'aujourd'hui, cet obscurantisme prend une forme, prend une force, un pouvoir, tout simplement parce qu'il n'y a pas une autre idéologie face à ça. L'humanité a perdu une idéologie face à ça. Et l'obscurantisme, évidemment, c'est ce qui gagne la trace. Il y a le marché, mais c'est un autre obscurantisme. Non, il n'y a plus. Je crois que c'est pourquoi ils prennent
gagne le terrain, le obscurantisme. Un titre et un mot que j'y associe. Le titre, c'est Les Cavaliers, et j'y associe nostalgie. Les Cavaliers, forcément, on voit pas au livre de Kessel, qui est un livre assez nostalgique, bien sûr, mais qui, au fond, explique aussi un peu l'esprit de ces peuples afghans. Et vous savez, ce livre est autour du jeu Buzkashi, c'est-à-dire tirer la chèvre. C'est un jeu très violent, au fond. Et l'Afghanistan était toujours un peu comme ça, c'est-à-dire cette chèvre que différentes ethnies, différents pouvoirs, différentes grandes puissances essayent de tirer et de le mettre dans leur cercle. Des chiffres 1, 9, 8, 5, 1985. Quand je sais l'année où je suis arrivé en France, c'était le 30 mars 1985. Et la première fois que je venais ici en Europe, la première fois à voir la France, Paris, et partout dans les vitres des magasins, notamment des librairies, je voyais Marguerite Duras, L'Amant, prix Goncourt. Et le premier livre que j'ai acheté, justement, à cette année-là, c'était L'Amant, le premier livre acheté en France. Et vous viendrez Goncourt plus tard pour ces pierres de patience. Hein. Le mot que je mets après cette année, qui est l'année où vous arrivez en France, c'est le mot langue. Vous avez d'abord écrit en persan, et puis vous avez fini par écrire en français. Donc le mot langue est quelque chose qui est important. Ah oui, je crois que c'est... J'étais déjà tout petit obsédé par la langue. Mais arrivé ici en France, évidemment, j'avais un français très élémentaire, parce que j'avais appris en Afghanistan à partir de 6e au lycée. Mais quand je suis arrivé en 3e, il y a eu le coup d'État des communistes, les Français ont dû quitter l'Afghanistan, et puis voilà, on est resté sans prof, et puis moi je suis parti en Inde, voilà. Mais arrivé en France, quand même, j'ai essayé de m'exprimer, mais c'était impossible de comprendre ce que les gens me demandaient. Et c'était marrant parce qu'à chaque fois, quand ça c'était un jeu entre nous, par exemple, dans notre langue, il n'y a pas de masculin, féminin, il n'y a pas d'article. Alors, à chaque fois, aller dans une boulangerie et demander une baguette ou un baguette, c'était un comble. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fallait dire? Et je sortais toujours avec 2 baguettes. Donc, une baguette au masculin, une baguette au féminin. il fallait les deux. La langue et puis le mot qui arriverait naturellement derrière, c'est exil. Et puis je lui associe le mot de cinéma, tiens. Oui. Oui. Je crois que déjà lorsqu'on essaie d'exprimer à travers des mots sur une page, on se sent déjà un peu exilé dans les marges de la société. Je sais pas, je me sentais toujours, même dans mon propre pays, très jeune, je me sentais un peu exilé. Voilà. Mais par contre, quitter l'Afghanistan et venir en France, c'était une autre expérience, oui. Notamment le jour où je franchissais la frontière afghano-pakistanaise. C'était décembre 1984. Il neigeait. Arrivé à la frontière, le passeur d'homme nous arrête et dit « Jetez un dernier regard sur votre terre. » Retournez-vous. On se regarde, en hésitant petit à petit, on retourne vers notre pays, nos terres. Et derrière nous, on voyait que la trace de nos pas sur la neige.
de l'autre côté de la frontière, pleine, une page blanche, sans trace aucune. Et là, je dis voilà, l'exil, c'est ça, une page blanche qu'il faut remplir. Remplir. Le mot suivant, remplir. Et bien voilà, je crois qu'après... C'est faire des films. Faire des films, écrire, trouver une identité que, après la frontière, vous le perdez. Et puis dire voilà, que j'existe, et puis partager cette expérience qu'on a, aussi bien dans l'exil que dans son propre pays. Et puis trouver un prétexte pour vivre et survivre. Et à chaque fois qu'on me pose justement la question, qu'est-ce que c'est l'écriture, pourquoi vous écrivez en exil? Je raconte cette histoire drôle de Nasruddin. Il dit qu'un soir, Nasruddin, sous un lampadaire, cherchait quelque chose. Un passeur comme ça, le voit, il dit, mais Nasruddin, qu'est-ce que vous faites? J'ai perdu la clé de ma maison et je les cherche. Lui aussi il se met à chercher. Au bout de 5 minutes, nous ne trouvons rien. Le passant lui demande, mais Nasruddin, es-tu sûr de l'avoir perdu ici? Non, je l'ai perdu chez moi. Il dit, mais alors pourquoi tu ne le cherches pas là-bas? Voilà, il dit, là-bas, on revient aussi à ce mot que vous m'avez posé, le premier mot, mais enfin non, c'était le troisième mot, c'était l'obscurantisme. Voilà, mon pays était dans l'obscurantisme, justement là où il n'y a pas de lumière, et on cherche ailleurs, là où il y a de la lumière, et comme on ne trouve pas cette clé, on la crée dans notre imaginaire. L'écriture, c'est la recherche permanente de ces clés. Trois questions encore, donc 3 mots, 3 expressions. Terre et cendre. Évidemment, mon premier livre, que j'ai écrit en 96-97, en persan, dans ma langue maternelle. À l'époque, je ne pouvais pas retourner en Afghanistan, c'était le seul lien entre mon pays et moi, entre ma culture et moi, entre ma famille et moi, cette langue, cette écriture. C'était le moment où aussi je devais faire le deuil de mon frère, qui a été tué pendant la guerre. Et j'écris ce livre-là justement pour faire ce deuil, c'est tout. Mais d'un seul coup, c'est parti, il a été traduit par une amie, et je suis devenu écrivain. Après. L'expression suivante, c'est croire aux mots. Hein, un jour, Paul Oczachowski-Lawrence, qui est votre éditeur de référence, vous dit à la question que vous lui posez, pourquoi est-ce que vous écrivez, et il dit parce que vous croyez aux mots. Croire aux mots. Bah écoutez, ouais, c'est... Je crois que toute réalité pour pouvoir exister a besoin d'être racontée. Et les mots nous, voilà, justement, donnent une existence, une identité, aussi bien à nos sentiments qu'à nos pensées. Et voilà, les mots nous font vivre. On termine avec ceci, que je peux lire en entame d'un de vos livres. Quelque part en Afghanistan ou ailleurs, on termine avec cette idée de ailleurs. Ah, pour moi, c'est le mot le plus beau dans la langue française. Ailleurs, vous voyez, c'est dans la sonorité, vous voyez, il y a 4 consonnes, 4 voyelles, mais il n'y a qu'un seul consonne se prononce qui est R. Et c'est tellement caractéristique dans la langue française. Et R aussi comme R. Voilà. Et ça, ce mot, dès que je le prononce, dès que je l'entends, je suis ailleurs. Merci Atik Raimi. Merci à vous.